Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre 21e épisode déjà de Carrefour Culturel. On est de retour à la radio Envol 91 et nous avons deux invités aujourd'hui dans notre studio avec Abdoul. Bonsoir Abdoul, comment tu vas? Ça va bien, Christian, et toi? Ça se passe super bien. C'est une belle journée qui commence ou qui se termine en fonction de à quel moment les personnes nous écoutent, parce qu'on est en direct sur la radio et aussi sur nos réseaux. Aujourd'hui, nous recevons deux personnes, pas des moindres, deux personnes qui ont un rôle à jouer, un rôle important qui jouent dans notre communauté. Alors, je vais te laisser présenter l'une de nos invités et je vais présenter la seconde invitée, si tu Et, le et si permets. pour la première fois, on te laissait l'honneur de commencer? D'accord, pas de souci. Et donc, moi, je vais présenter Madame Ramatoulaye. Ramatoulaye Chérif est une gestionnaire culturelle. Elle est bâtisseuse de communautés et activiste sociale engagée qui œuvre depuis plus de 10 ans à la croisée de l'art, de la justice sociale et du développement communautaire, actuellement co-directrice générale et directrice administrative du Théâtre Cercle Molière, la plus ancienne compagnie francophone de théâtre du Canada. Elle joue un rôle déterminant dans la transformation stratégique et structurelle de cette institution centenaire. Militante engagée, Ramatoulaye a joué un rôle majeur comme présidente de Parents contre le racisme, un organisme mobilisé pour l'équité et la justice sociale en milieu éducatif. Elle est également fondatrice d'Africadi, une initiative dédiée à la mise en valeur des cultures afro-descendantes, à la transmission intergénérationnelle et au renforcement du leadership communautaire. À la croisée de la culture et de l'action sociale, elle place l'humain, la communauté et la représentation au cœur plutôt de son leadership. Bonsoir Ramatoulaye, comment vous allez? Bonsoir Christian, et merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'être là. Ça nous fait aussi un grand plaisir de vous recevoir ici en Vol 91. On espère et on sait qu'on aura de très très belles discussions parce que on a affaire aujourd'hui à des personnes qui ont du vécu et de l'expérience. Et c'est un peu ce dont nous avons besoin ici parce que le but de notre podcast, c'est de partager justement cette expérience-là avec les personnes peut-être qui n'en ont pas, qui viennent d'arriver ou peut-être des personnes qui en ont une autre qui est différente, de pouvoir montrer qu'on a tous des expériences différentes en fonction des sujets différents. Et donc, pour cela, Abdou, je vais te laisser présenter notre deuxième invité d'aujourd'hui. Bien sûr, on reçoit également Virginia aujourd'hui qui nous vient du Pérou. Virginia est arrivée du Pérou à Winnipeg en 2018 avec son mari et ses enfants. Elle découvre la ville en premier lieu sans repère, ne sachant pas exactement ce qui l'attend à Winnipeg. Mais Dieu faisant bien les choses, elle arrive à Winnipeg en tant qu'étudiante. C'est en rejoignant l'association péruvienne qu'elle se crée ses premiers amis lors de leurs premiers événements. Et elle se fonde de fortes amitiés qui ensuite découlent de la création de Ritmos del Pérou, qui est un groupe communautaire qui fait vivre la culture péruvienne à travers la danse, la nourriture, la musique lors d'événements locaux. Aujourd'hui, Virginia fait même partie de la bande musicale du groupe, puisque le chant étant l'une de ses passions, elle contribue activement à promouvoir et à partager la richesse culturelle de son pays à Winnipeg. Bienvenue Virginia. Merci pour l'invitation. Oui. C'était très belle présentation, Abdou. Merci. Ça nous fait grand plaisir aussi de vous recevoir. Virginia aussi, je sais que toi, tu as beaucoup d'expérience aussi de ton côté aussi, parce que on en a tous réellement de l'expérience, mais on a plusieurs expériences différentes d'une personne qui vient d'Amérique latine. Ramatoulaye, je ne sais pas, vous venez De la Guinée, De la Guinée en Afrique de l'Ouest. Conakry. Oui, Conakry. De la Guinée-Conakry, et nous, on vient de la Côte d'Ivoire. Oui. Généralement, on se retrouve ici au Canada. C'est beaucoup de différences, justement, qui sont là aujourd'hui. Et donc, quand on est face à ce genre de questions-là, moi, j'aimerais commencer avec Ramatoulaye, avec les questions déjà. J'aimerais te demander, qu'est-ce qui a été vraiment ton premier pas concret dans le monde culturel? Ou alors, comment est-ce que tout ça a commencé? C'était ici au Canada ou c'était ailleurs? Comment ça s'est passé? Merci déjà pour la question. Je dirais peut-être que l'origine même, mon inspiration, ça vient de mon pays, la Guinée, qui est quand même un pays très axé sur les arts et la culture. Que ce soit les ballets africains qui ont d'ailleurs connu une grande renommée internationale dans les années 60-70. Et le cirque qui est très c'est ça, réputé là-bas aussi. Et puis
l'acrobatie et autres. Donc, beaucoup de richesses culturelles. Et là, qu'est-ce qui m'a vraiment poussée vers la culture concrètement? Pour moi, c'était, comme vous l'avez décrit tantôt dans ma biographie, c'est vraiment comme pour moi un moyen d'enrimer mon côté activiste qui aime créer des ponts à travers la culture. Oui. Et pour moi, c'est vraiment le moyen le plus positif de susciter des dialogues. Parce que souvent, par exemple, moi, j'adore Folklorama. C'est l'aspect que j'adore parce que ça me permet de voyager à travers le monde, de comprendre un peu les différentes cultures, même si c'est pas beaucoup basé sur des dialogues, mais je rencontre toujours quelqu'un avec qui ça peut déborder sur divers sujets. Donc, c'est ça. Et l'autre motivation aussi, c'était mes enfants, parce que j'ai 3 enfants qui sont nés, qui sont canadiens, ils sont nés ici. Donc, il y a toujours ces questionnements de qui suis-je, qu'est-ce qui me représente en tant qu'individu. Donc, il y a non seulement nous, mon mari et moi, nous avons notre identité qui est primairement comme l'identité guinéenne et puis justement le pays d'adoption, le Canada. Mais nos enfants, c'est l'identité canadienne d'abord, mais aussi ils sont curieux, comme ils essayent vraiment de trouver une place quelque part c'est ça. Comment allier un peu les deux. Donc, pour moi, déjà à travers les spectacles, l'offre de spectacles et puis d'environnement comme ça où on peut avoir des dialogues, c'est vraiment plus il y a de représentativité de la culture un peu africaine. Moi, c'est un moyen aussi pour les enfants, pour les jeunes, de se voir un peu représentés sur scène, de voir que, OK, le tam-tam, le balafon et autres, ça a sa place aussi au Canada, en quelque sorte. Donc, en tout cas, c'est tout un mélange philosophique. Et puis, c'est ça, pour moi, c'est vraiment un pont pour tisser des liens entre les différentes cultures. On voit vraiment que c'est pas quelque chose qui est arrivé du coq à l'âne ou quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est culturel, tu as grandi là-dedans, c'est développé avec le temps. Peut-être ça a mûri ici au Canada et ça a éclos pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est juste comme un déclic. Et puis, c'est ça. Et puis, le sens aussi de la communauté, comment rendre tout ça. Et je pense aussi que ça vient du fait que, pour moi, faire quelque chose juste pour ma communauté, d'autant plus qu'on parle du Canada quand même, qui met en avant le multiculturalisme, c'est important pour moi comme de rassembler au fait les différentes communautés. C'est ça, il ne s'agit pas juste de... Parce qu'avant ça, justement, j'étais très active. J'ai été une des fondatrice de l'association guinéenne ici, c'est ça, amicale des Guinéens du Manitoba. Mais c'est ça, comme j'ai beaucoup activé dans ce sens-là, mais à un moment donné, c'est important vraiment de tisser, d'amener aussi les Canadiens, comme le restant des Canadiens, autour d'un même idéal. Et moi, c'est ça qui me parle beaucoup. Exactement, ça c'est vraiment, vraiment génial. Avant que, Abdul, tu me poses ta première question à Virginia, moi je suis très, très curieux. Et Virginia, j'aimerais te demander cuál es las primeras diferencias entre la vida en Winnipeg et la vida en el Pérou. Oh, il a appris ça par cœur. Est-ce que tu veux que je réponde en espagnol ou en français? En français. Oh, c'est tellement différent, mais ça dépend aussi de la ville. Parce que moi, je viens de la capitale, donc c'est une grande ville. Et après, je suis venue à Winnipeg. Donc, les différences que je trouve, c'est un peu comme une ville très accélérée au Pérou, d'où je viens à la capitale, où tout est prêt. Puis je prends si je veux aller, il y a des vols directs partout. Ici, à Winnipeg, je me sens un peu dans le pays, comme dans un village, en comparaison de Lima. Mais j'ai trouvé que c'est très bien.
comme pour élever les enfants. Des fois, je me demande, probablement j'aurais dû juste partir à l'extérieur de Lima pour trouver une place comme ça, mais la vie m'a amenée ici et j'aime bien Winnipeg. Oh, c'est super. Et si on veut rebondir sur tout ce qui est communautaire, je pense qu'il n'y a pas mieux que de parler de l'association péruvienne, parce que j'ai pu assister à certaines performances, tout ça, et c'est vraiment incroyable culturellement. Donc, je me demandais comment est-ce que toi-même, Virginia, tu pourrais décrire la communauté péruvienne avec tes propres mots. J'adore vraiment être en communauté. Oui. Au début, c'était en 2018, quand je venais d'arriver à Winnipeg. C'était un peu la découverte du pays. Je me disais moi-même, je ne vais pas être avec d'autres Péruviens parce que je suis ici, je dois apprendre l'anglais, je dois perfectionner le français. Donc, je vais m'entourer des gens comme ça, parce que sinon, je vais parler ma langue et je ne vais pas pratiquer les langues et je n'atteindrai pas mes buts. Oui. Mais bon, finalement, après la pandémie, vraiment, je pense que ça m'a touchée. Oui. Parce que là, à un moment donné, je ne me sentais pas comme... même si j'avais les gens à l'autour, des amis que j'avais fait au Canada, pour une raison, et probablement en tant que immigrant aussi, vous comprenez bien, quand tu veux, ta famille n'est pas là, mais tu te sens plus près de ta communauté. Oui. Donc, c'est là où je me suis vraiment approchée aux Péruviens et on a commencé à valoriser nos choses, nos traditions. Oui. Et j'avais commencé parce que j'avais un petit groupe d'amis que pendant la fête péruvienne et Noël, on faisait des choses. Oui. Mais là, vraiment, on a commencé à faire plus de choses. Comme je te racontais, on avait fait une fête pour les pères, puis on fêtait la fête des mères, puis ainsi de suite, comme chaque chose, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est vraiment une espèce de famille. Oui. Donc, je le sens comme ça. C'est les Péruviens, c'est la famille ici que je n'ai pas à côté de moi. Justement, et quand on voit tout ça, elle nous a dit exactement comment est-ce que c'est né ici à Winnipeg, en tout cas, le fait d'avoir ces idées de le faire. Mais moi, j'aimerais aussi poser la même question à Ramatoulaye, parce que j'aimerais savoir à quel moment est-ce que tu t'es dit que c'est dans ce milieu-là que tu voulais évoluer et que tu t'es dit que c'est ça que tu voulais faire aussi. Oui, parce que déjà, qui dit culture, art, parle aussi de communautaire. Justement, j'étais assez impliquée dans tout ce qui a à voir avec la vie associative. Et justement, comme j'ai fait le pont en créant ma propre entreprise culturelle, Africadi, en offrant des spectacles. C'est ça, à quelques reprises, j'étais contractée par même le CCFM pour offrir des spectacles. Je suis allée dans les écoles, animer des ateliers culturels avec les jeunes. Et j'ai même été contractée, ma compagnie, une fois par le RIF, le réseau de l'immigration francophone. Ça, c'était parce que chaque mois de novembre, il y a la semaine de l'immigration francophone qui est reconnue. Donc, l'idée, c'était de mettre sur place un spectacle multiculturel à la broquerie. Donc, l'idée, c'était comme de faire découvrir un peu le rural aux nouveaux arrivants, de se dire, il y a aussi, on peut vivre on peut vivre la culture aussi à l'extérieur de Winnipeg. Donc, comme j'étais vraiment fière de ce spectacle-là, et c'était quand même en pleine pandémie, je dirais, parce que c'était encore une période où on permettait de mettre sur place des spectacles, mais à un nombre limité de personnes, et c'était quand même un succès. Donc, je fais tout ça, et puis là, j'ai eu une collaboration avec le Théâtre Sec Molière, où je travaille maintenant, pour la création d'une pièce de théâtre. Donc, j'ai été approchée pour créer une pièce qui répond un peu, parce qu'on comprend bien qu'il y a l'objectif aussi d'amener les nouveaux arrivants, les immigrants, vers le rural. Donc, l'idée était que si ce monde qu'on veut
attirer vers le rural. Est-ce que comme même le peuple, comme la population accueillante, elle est vraiment prête? Est-ce que à travers les différentes façons de voir, les différentes cultures, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, surtout pour les jeunes, parce que la pièce était misée pour la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut mettre comme pièce afin disons, d'approcher vraiment ces différents questionnements-là. Et cette pièce alliait aussi ce côté activisme, militant. Donc, c'est là où je me dis, OK, déjà, c'est le domaine, disons, c'est l'artistique, je suis déjà en train de faire mes pas là-dedans. Et puis... Et quelques temps après, il y avait un poste aussi qui était ouvert en administration, disons, en direction administrative. Ça a juste fait son chemin et puis, oui. On peut dire que les choses se sont alignées comme elles devaient se faire. Tout à fait, tout à fait. Et à l'origine, j'ai un baccalauréat en administration des affaires aussi. Toutes les étoiles se sont alignées. C'est ça. C'est quand même super d'entendre ce parcours incroyable. Et on a parlé de théâtre, on a parlé de danse, de musique. J'aimerais savoir, pour toi, Virginia, qu'est-ce qui représente le mieux le Pérou, surtout ici à Winnipeg? Parce que j'imagine que pour chaque pays, il y a des choses spécifiques pour lesquelles chaque pays est représenté. Par exemple, nous, la Côte d'Ivoire est réputée. Par exemple, nous, la Côte d'Ivoire, ça peut être la danse, la musique, par exemple. La nourriture aussi. Oui, la nourriture, oui. Donc, pour le Pérou, qu'est-ce qui représente le mieux la culture péruvienne? La nourriture. La nourriture. Ça, c'est un facteur commun pour tous ici. Ça, c'est super. Oui, mais c'est ça, j'ai réalisé comme... oui, parce que chacun dans nos pays, on dit, oui, notre nourriture est la meilleure. Puis quand tu ne sors pas du pays, tu penses, oui, ma nourriture est la meilleure. Puis après, tu te... à Winnipeg, une ville multiculturelle, puis tout le monde, oui, ma nourriture. Et oui, effectivement. Mais elle est tellement bonne. Et je pense que plusieurs membres d'autres communautés latinos qui connaissent aussi... Ils remarquent que c'est très bon, il y a une variété. Et c'est très bon. Et c'est ça qu'on essaie de faire aussi dans nos activités. Justement, c'est ça. Mais moi, je pense que les défis aussi avec la nourriture, surtout quand on est à l'étranger comme ça, c'est de pouvoir trouver les ingrédients qu'on utilise pour nos nourritures locales. Est-ce que ici, c'est assez facile de trouver les ingrédients pour la cuisine péruvienne? On s'adapte. OK. On s'adapte. Vraiment, justement, je viens de préparer des causas. Causas, c'est une espèce ce sont des patates, comme la purée de patates, mais tu fais des boules avec ají. Ají, c'est le chili péruvien. Comme c'est un poivron piquant. Et moi, personnellement, je vais vous dire un petit secret. Je suis une péruvienne bizarre parce que je suis végétarienne. Donc, tous les plats péruviens, je les fais au style végétarien. Et en plus, j'aime pas trop le piquant. Et plusieurs plats au Pérou sont piquants. Donc, ici, j'ai pu faire cette boule de patates avec du poivron orange, parce que c'est le plus qui ressemble le plus en saveur et couleur à l'ají qu'on a au Pérou. Et je l'ai fait avec ça et c'est tellement bon. Mais la texture, c'est pas exactement, parce qu'au Pérou, on a comme une variété énorme de patates. Et ici, il y a quelques-unes, donc j'ai pris celle qui a la meilleure saveur, avec laquelle j'ai réussi. J'ai fait des très bonnes causitas. On a pu goûter un peu à la nourriture péruvienne lors des événements organisés par ICN en été. ICN Canada. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. International Community Network. Non, je parle le nom de l'événement. C'était Flavors of the World. Exactement, où ta communauté était là, justement. Et on a pu goûter des plats. Chaque communauté envoyait des plats de chez lui pour que d'autres communautés goûtent. Et franchement, c'était bien. Moi, franchement, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Beaucoup de temps sur les stands parce que j'aimais goûter un peu. Il y avait des stands d'Haïti, Équateur, beaucoup de pays aussi, la Guinée, le Mali, même la Côte d'Ivoire aussi. C'était hyper diversifié. Donc, on a pu goûter un peu pour savoir que vraiment, c'était vrai. Mais quand on parle de ça, justement,
tu as dit la nourriture, mais aussi il y a la danse. Parce que j'ai vu des groupes avec des enfants, avec des jeunes filles, avec des hommes, avec des femmes. Tout le monde danse. Oui. Peu importe l'âge, peu importe... je sais pas, c'était beau de voir... Comment est-ce qu'on arrive à coacher ce genre d'équipe-là? Oh, ça, c'est dur. J'imagine, je ne fais pas partie de coaches de cette partie-là. Mais je vais vous dire, il y a des très bonnes danseurs ici. On a des champions de marinera. Oh. Donc, ce sont elles. Et il y a plusieurs groupes de danse péruviennes ici. Oh, super. Et oui, il y a une d'elles qui danse très bien. Ils ont dansé depuis qu'elle était très petite avec son frère. Oui. Donc, c'est une danse marinera. C'est une de mes danses préférées. C'est tellement difficile. Comme je racontais à Abdul, comme la danse, je ne suis pas très donnée pour ça. Je préfère chanter, même si je ne suis pas non plus une chanteuse. Mais c'est tellement difficile, cette danse, pour moi. Et oui, vraiment, parce que tu as besoin d'être très agile dans les pas. Probablement, vous l'avez vu, parce que c'est une des danses qu'on apporte souvent dans les présentations. C'est une danse en couple. Et oui, donc en plus, vraiment, il y a les tenues aussi qu'il faut porter. Et j'ai porté une de cette robe juste pour une session de photos et la robe est lourde. Et avec ça, en plus, il faut danser vite, tourner, et puis faire les tours et tout ça, et c'est tellement beau. Et ça fait cette danse-là, ma préférée, marinera, ça fait partie de la danse, une des danses de la côte du Pérou. Parce qu'au Pérou, on a 3 régions naturelles. C'est la côte, puis on a les montagnes, et après, c'est la jungle amazonienne. Et donc, dépendamment d'où tu es, il y a des danses typiques. Qui sont différentes. Et il y a une autre danse aussi des Péruviens, qui s'appelle Kujaiki. Surtout, ils font la danse des montagnes. C'est un autre type de danse en groupe, aussi en couple, mais en groupe, vraiment, comme plusieurs couples qui dansent en même temps. Et il y a aussi les autres danses de la jungle amazonienne, très différentes. Donc, il y a vraiment une variété. Une grande variété. C'est un peu difficile de... En parlant de diversité, moi, j'aimerais rebondir justement sur les difficultés que vous trouvez dans la danse, pour rebondir sur Ramatoulaye avec le facteur culturel aussi de son côté. Quelles sont les grandes difficultés qu'on retrouve quand on décide de mener une lutte culturelle ici à Winnipeg ou peu importe dans le Canada, ou quand on veut faire connaître sa culture qui n'est pas la culture de là où on vit? Bon, pour moi, particulièrement, je pense à un des défis, bon, je ne dirais pas partout au Canada, mais spécifiquement ici au Manitoba. C'est déjà, je pense que c'est super que la communauté péruvienne est quand même assez, à ce que j'entends, elle est quand même assez importante ici. Mais ce n'est pas le cas pour la communauté guinéenne, par exemple. Et puis même, en fait, parce que qui dit mettre sa culture, disons, en avant, ça prend des artistes venant de ce pays, ça prend une communauté venant de ce pays. Maintenant, la communauté guinéenne commence à s'agrandir de plus en plus, mais ce n'est pas quand même à ce nombre important pour avoir même vraiment différentes initiatives culturelles, vraiment comme pour mettre même une représentation, par exemple, à Folklorama et autres. Donc, moi dans mes débuts, disons, il y a 5 ans environ, quand je mettais ma compagnie sur place, c'était vraiment qui je vais trouver pour faire des présentations, pour mettre vraiment, pour représenter un peu la culture de chez moi. Donc, à un moment donné, comme on parle d'innovation, il faut quand même essayer de... Donc, je misais beaucoup plus sur des artistes, comme quand même, c'est là où mon focus, au lieu d'être ciblé sur mon pays, ça a été plus multiculturel. Et puis, comme avec quand même, je m'assurais toujours qu'il y avait une composante africaine là-dedans. Donc, comme mon idéologie, c'était vraiment de ramener un peu les communautés ensemble. Et oui, donc le défi, définitivement, je trouve, c'est vraiment l'accès aux artistes qui représentent mon pays dans un contexte de minorité. Mais on s'entend bien quand même, il y a plusieurs d'artistes de chez moi qui vivent à Montréal,
OK? Comme quand je parle, par exemple, de cirque, d'acrobatie, c'est quelque chose, c'est tellement impressionnant. Il y a même une troupe, un groupe Calabanté qu'ils ont une fois présenté ici. Mais c'est comme... En fait, c'est comme vous le voyez dans le Cirque du Soleil et autres, là, c'est des performances comme ça. Exactement. Et moi, j'aimerais ça comme de plus en plus, j'aimerais ça, offrir ça disons, avoir plusieurs représentations comme ça, mais même faire venir ces artistes entre Montréal et ici. On parle d'une dizaine de personnes là, comme vous calculez rapidement le budget. vous pouvez rapidement calculer le budget autour de ça. Donc, mais l'autre défi aussi, c'est justement en voulant mettre une compagnie artistique comme ça sur place, ça prend des financements, ça prend des fonds et c'est ça, l'accès en tant qu'artiste. C'est ça, comme individuel, il faut vraiment aller trouver ces fonds. Donc, parfois, ça prend plusieurs rejets, comme avant de pouvoir sécuriser le premier financement. Donc, ça prend beaucoup de résilience, de persévérance pour y arriver. En tout cas, dans mon cas, c'est pourquoi je ne vais pas trop généraliser, parce que tout dépend, tout dépend vraiment. Parce que je vois beaucoup de cas de succès, surtout encore une fois Folklorama, parce que moi, Folklorama, c'est ça ma plus grosse inspiration aussi en termes de diversité culturelle. Exactement, beaucoup de choses à parler. Abdoul, je pense que tu as certainement une autre question pour nous. Oui, bien sûr. Tout ça me fait penser aussi à l'immigration du côté de Virginia, parce que je sais que quitter le Pérou pour venir à Winnipeg, déjà, je voudrais savoir pourquoi le choix de Winnipeg en premier lieu. Ça, c'est une bonne question. Et aussi, quels sont principalement les défis, principalement pour une personne qui vient du Pérou, que tu as pu rencontrer lorsque tu es arrivé ici à Winnipeg? OK. Donc, pourquoi le Winnipeg? Ça, c'est vraiment très facile. Je vais te dire pourquoi. Bon, je suis venue en tant qu'étudiante. Donc, la personne qui m'a trouvé les universités m'a présenté comme ça. Où est-ce que tu veux étudier? Moi, maman, mère de famille, on va regarder les prix. Oh! J'ai trouvé une université ici qui n'était pas trop chère en comparaison d'autres. Même toutes les universités ou les établissements d'études ici sont moins chers, je pense, que si tu compares dans d'autres provinces. Donc ça, c'était un point. Et après, j'avais l'opportunité de faire la formation en français dans un milieu anglophone. Donc, ça me permettait vraiment quelque chose que je voulais vraiment, comme perfectionner mon français et améliorer aussi l'anglais. Et les enfants, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai fait des études au Pérou dans une école francophone. Et c'était une école très chère. Quand j'ai eu mes enfants, j'avais comme... C'était un peu mon rêve que mes enfants soient élevés là aussi, mais je n'avais pas vraiment le budget pour payer ces écoles. Je pense que ça se passe aussi un peu dans vos pays, quand je parlais avec des gens. Quand vraiment l'éducation, si tu veux, il faut payer bien. Et les écoles comme ça, internationaux, ce sont comme les écoles les plus chères. Donc ici... Quand quelqu'un m'a parlé des écoles French Immersion et tout ça, là, j'ai dit, j'ai hâte que mes enfants apprennent le français et que l'anglais en même temps, puis ils parlent l'espagnol. Et maintenant, c'est une des choses desquelles je me sens vraiment très fière parce que j'ai réussi. Mes enfants, maintenant, ils sont trilingues. Et c'est une des choses. Ça, c'est génial. Moi, je dis toujours que Winnipeg, c'est un cheat code que peu de personnes connaissent. Oui, honnêtement. Même, hein. Mais je pense que ça commence à devenir de plus en plus populaire. Parce que tu as la ville où il n'y a pas énormément de monde, tu peux encore grandir, tu as la possibilité de pratiquer du français, l'anglais dans la ville. Peu importe ta langue d'origine, comme l'espagnol pour toi, il y a d'autres personnes qui... J'aime croiser des amis qui sont ukrainiens, des amis qui sont russes, ils parlent toujours leur langue, mais ils parlent le français aussi, ils apprennent et ils parlent l'anglais de façon commune. Et en plus, le coût de la vie n'est pas trop cher, il y a la possibilité de grandir. C'est à part, bien sûr, l'hiver qui est hyper froid, c'est franchement, moi, je trouve la meilleure des villes où moi, j'aurais pu atterrir, franchement. Et je regrette jamais d'être venu ici à Winnipeg. Moi aussi, quand je compare vraiment,
je commence à faire les pros et les contre quand je pense à l'hiver. Mais après, je me rends compte, le seul contre, c'est l'hiver. Oui, c'est ça. Oui. Tout le reste, c'est plus. Oui. Exactement, c'est ça. Et donc, moi j'aimerais rebondir avec une autre question pour Ramatoulaye. Je dirais peut-être mon avant-dernière question. Ce serait de savoir quelle est la plus belle expérience, l'expérience la plus marquante que ton militantisme t'a apporté. Alors, l'expérience la plus marquante, comme en tant que personne racisée déjà, on est souvent confronté à toute la question de racisme et puis autres. Donc, j'ai été présidente d'un organisme qu'on appelle qu'on appelait Par rencontre de racisme. Et en termes d'expérience marquante dont je suis vraiment fière, c'est d'avoir pu tisser des ponts comme avec les écoles, avec la division scolaire, s'asseoir avec les administrateurs scolaires et puis avoir de réelles conversations pour se dire que c'est un fait. C'est un fait, ne nous leurrons pas. Et cette conversation-là était tout autant essentielle, surtout avec l'avènement de l'immigration, vraiment des personnes venant de partout, qui se retrouvent dans ce milieu-là. Donc, il faut aborder ces questions et comment préparer surtout nos jeunes. Okay? Donc, pour moi, c'était vraiment les jeunes. Parce que les jeunes, il n'y a pas de filtre, on dit ce qu'on pense, mais quel est le rôle de l'école à vraiment accompagner les jeunes, à vraiment comme amorcer un peu ces différentes aléas-là. Donc, le fait d'avoir pu mener ces conversations et puis d'avoir même ces conversations qui ont même mené à un plan stratégique, à des outils, disons un guide pédagogique, par exemple, pour enseigner, pour permettre, pour outiller un peu les enseignants. Parce que dans ces conversations, ce qui est ressorti, au fait, la majorité du temps, les gens ne veulent même pas aborder le sujet parce qu'on ne veut pas heurter. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Donc, le fait vraiment de rendre les gens confortables à être inconfortables, parce que pour moi, c'est ça. Il faut qu'on soit confortable à aborder des sujets difficiles dans le but de trouver des solutions ensemble. Donc, c'est ça vraiment l'un de mes combats dont je suis vraiment fière. Exactement. Oui. Abdoul, est-ce que toi, tu aimerais rebondir sur quelque chose? Oui, bien sûr. J'aimerais, puisque Virginie a mentionné l'hiver, j'aimerais vraiment savoir, je suis curieux de savoir en tant que maman, comment est-ce que ça se passe lorsque on vient avec toute sa famille d'un pays plus tropical, avec les enfants, tout ça. Comment est-ce que ça se passe, l'adaptation vraiment à Winnipeg? Je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, comment est-ce qu'on éduque des enfants quand il fait moins 40? Genre, je vous vois comme des super-héros, franchement. Honnêtement. Bon, moi, je me pose toujours la question pour les plus petits parce que je dis toujours, heureusement, je suis venue avec mes enfants de 8 et 11 ans. Oh, oui. Donc, moi, je paniquais tellement parce que je venais pendant l'été et je savais que mes enfants allaient commencer l'école bientôt, puis l'hiver et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a le bus? Puis j'ai réalisé, pas nécessairement tu auras le bus. Puis mon enfant de 11 ans devait marcher 10 minutes, de 10 à 12 minutes à l'école. Et pour moi, c'était comme tu vas marcher à moins 30. Et je paniquais vraiment, mais il n'y avait pas le choix. Donc, tout couvert. J'ai acheté comme le grand manteau. Tu mets le pantalon de neige, puis les grandes bottes. On va couvrir les yeux. Donc, moi, c'était tout couvert comme les gants. Donc, il partait comme ça, comme un astronaute à l'école. Oh, c'est drôle parce qu'après, l'autre, il s'est vraiment habitué. Puis lui, il est on va dire, le plus jeune. Il est le plus canadien de la famille parce qu'il est venu tout petit. Puis lui, quand il avait 11 ans,
est-ce qu'il va porter même le manteau d'hiver? Oh, wow. Non, il va sortir avec le hoodie, puis le manteau à la main, Oh my si God. jamais il fait froid. Mais écoute, et maintenant, cette mode-là avec les chaussettes et puis les pantoufles, Oui. comme pendant l'hiver, Oh. il arrive avec les pieds tout mouillés, à -20. Oh my God. Yeah, C'est j'imagine. la preuve que l'adaptation, les êtres humains s'adaptent assez vite à, Oui. à tout type de situation. Surtout, et je pense que Tout à les fait. enfants encore plus. Encore plus, Oui. oui. J'ai l'impression, oui. Toujours. Moi, j'aimerais donc terminer avec une dernière question pour toi, Ramatoulaye. J'aimerais te demander quel est l'impact immédiat ou concret que tu as envie de laisser? Quelle est la trace, la tâche que tu as envie de laisser ici à Winnipeg quand on dit ton nom? Alors, la trace, l'impact que j'aimerais laisser, c'est vraiment cette inspiration dans le sens où, en tant que personne immigrante, on a notre place. Au fait, nous sommes venus dans ces pays parce que on a besoin de nous. On a Oui. besoin de nous déjà pour vraiment enrichir la francophonie, pour la population manitobaine, elle est vraiment en train de s'agrandir. On a besoin des immigrants. Et une fois qu'on est là, Virginia le mentionnait tantôt, la nostalgie de chez soi. Oui. C'est difficile, comme parfois on se retrouve on se retrouve dans vraiment comme est-ce que je repars, est-ce que je reste. Donc il y a ces questionnements-là. Il y a même une bonne partie qui vont même changer de province parce que ils trouvent qu'ils n'ont pas leur place. Donc vraiment, moi, mon message, c'est que personne ne va te donner cette place-là si tu ne la prends pas. Oui, Donc, sûr. ça prend un certain courage, ça prend un certain leadership de prendre sa place. On est capable de tout si on le veut. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça un peu. Et puis, pour les jeunes aussi, au fait, c'est ça, comme il n'y a pas... En fait, à la fin de la journée, toute la question justement pour laquelle je me bats, l'antiracisme et autres, je pense que ça prend vraiment une certaine ouverture d'esprit pour créer vraiment des ponts. Oui. C'est ça. Au fait, faut pas se mettre dans la victimisation. Au fait, c'est ça. Donc, il faut combattre les mots, mais faut pas vraiment se sentir confortable à être toujours la personne victime là. Donc prends ta place et puis c'est ça. Oui. Exactement. Yeah. On a reçu le député de Saint-Boniface justement à l'émission précédente qui nous disait que pour la première fois ici au Manitoba, on avait atteint le nombre de 1,5 million de personnes et qu'il y avait plus de personnes qui restaient que de personnes qui partaient pour la première année à Winnipeg. Depuis combien d'années? Ça prouve que vraiment, c'est pas que les anglophones qui sont à Winnipeg, il y a aussi les francophones aussi. Donc ça montre que la communauté est en plein essor. Il y a plus de... Comme moi, je sors là, je croise plus de personnes qui parlent en français qu'avant. Je croise plus de personnes qui parlent en français dans les rues parce qu'avant, les gens sont peut-être francophones, mais ils parlent en anglais. Parce que si tu connais la personne, tu sauras qu'ils parlent en français. Maintenant, quand tu marches, tu entends les gens entendre parler en français dans les couloirs. Et c'est pas seulement des immigrants. Il y a généralement aussi des Canadiens, des personnes qui sont nées ici qui le parlent. Donc, ça fait qu'on se sent un peu plus à l'aise de pouvoir se dire qu'on n'est pas chez nous, mais on est chez nous. Parce qu'on sent ce sentiment-là de toujours chez nous. Donc, Abdoul, moi, je vais te laisser continuer avec la dernière question pour Virginie. Oui, donc ma dernière question, la question qui m'est tarot de l'esprit, c'est de savoir, j'imagine que vivre dans une dualité culturelle n'est pas tout le temps aussi facile, surtout lorsqu'on est maman comme toi. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette identité-là culturelle dans laquelle on a grandi au Pérou? Comment on arrive à la garder, à inculquer ça aux enfants dans un environnement qui est totalement différent? C'est justement pour ça, je pense que les associations ici, on essaie de maintenir les danses, les chants. On célèbre toujours le jour de l'indépendance du Pérou. On fait des activités pour Noël. Puis là, on chante, on met la musique péruvienne traditionnelle du Pérou. Moi, je suis toujours pour parler en espagnol aux enfants parce que
j'ai remarqué plusieurs enfants des amis qui arrivent trop petits. Là, ils ne parlent pas l'espagnol. Oui. Ils vont te répondre en anglais. Puis moi, j'essaie. Je suis la tante méchante qui arrive. Non, 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 je ne comprends pas. Tu vas me parler en espagnol. Et j'essaie qu'ils me répondent parce que je pense que c'est la façon. Sinon, comment est-ce qu'ils vont garder leur culture? Et c'est ça un peu le défi. C'est bien parce qu'ils apprennent d'autres langues. Mais aussi, je pense que c'est bien de garder aussi la culture qu'on bien a. sûr. C'est très important, je pense, parce que je trouve que le premier facteur identitaire, c'est la langue. Parce que la langue, normalement, qui parle de langue, parle en termes de communication, on parle de code, de décodeur et d'émetteur. Si la personne qui lance le code n'arrive pas à décoder le code, c'est-à-dire qu'on ne parle pas le même code. Oui. Pourtant, l'ethnie et la langue, c'est le code. Donc, on peut avoir des facteurs culturels qui nous rassemblent, comme la nourriture, la danse. Mais quand le parler n'est pas pareil, même si toi et moi, on est ivoiriens tous les deux et que moi, j'ai grandi aux États-Unis, par exemple, et que je ne parle pas le français, que j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien de sang. Mais comment est-ce que je communique avec les miens et que j'apprends d'eux? C'est compliqué. Donc, je pense que oui, si par exemple, les enfants doivent retourner au Pérou un jour, faudrait qu'ils puissent parler avec leurs grands-parents, leurs amis et tout le reste. Donc, c'est un facteur très important aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ça. Je pense que ça, c'est vraiment important parce que pas nécessairement les grands-parents ou les tantes, les cousins au pays, ils vont parler le français. Oui, exactement. Moi, j'aimerais vous terminer cette émission en vous demandant, est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce qu'on pourrait commencer par toi, Ramatoulaye? Un dernier mot à la francophonie, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent en direct. Oui, un dernier mot, c'est vraiment comme donnons vie à notre francophonie, célébrons-la et vraiment j'ai hâte de voir cette francophonie grandissante et puis à quoi ça ressemble dans même les 10 prochaines années parce que je ne l'ai pas mentionné mais ça fait 22 ans presque que je suis là. Wow. Donc les premières années quand je venais, comme vous pouvez vous imaginer là que c'est la seule représentativité, c'était comme à l'université de Saint-Boniface là, et quand tu sors de là, c'est ça. Donc je suis très fière et puis surtout pour nos jeunes, parce que j'ai une plus jeune aussi de 12 ans qui de nos jours, comme l'autre jour elle me disait, maman, pratiquement seulement 4 personnes dans ma classe sont canadiens. Bon, elle s'inclut aussi en tant que canadien, mais c'est comme la majorité sur 24 personnes, il y a 20 personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont issues de familles immigrantes. Donc, savourons-le et bientôt on sera vraiment l'une des provinces les plus sollicitées. Oui, exactement. Et toi, tu as un dernier mot pour nous, pour toutes les personnes qui nous écoutent, Virginia? Oui, bien sûr. Bon, en premier lieu, je voulais vous dire merci pour l'invitation. C'était très sympathique de partager avec vous. Puis Ramatoulaye aussi. Oh, wow! Beaucoup d'informations très intéressantes. J'ai hâte maintenant d'aller au théâtre et voir surtout les danses, le cirque de la Guinée. Mais oui, comme je me sens une fière péruvienne. J'ai commencé, je pense, à apprécier ma culture ici. Une fois que je suis loin, c'est là où j'ai commencé à apprécier ma culture et je me sens très reconnaissante des amis de la communauté que j'ai. Et bien sûr, de faire aussi partie de la communauté francophone. Oui. Il y a des artistes français que j'aime beaucoup qui ont dit, quand on est en France, on se sent français, quand on est à l'étranger, on se sent chanceux. Et je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les nationalités. Quand on est chez nous, on se sent fier de notre pays, mais quand on est à l'extérieur, on se sent encore plus fier de pouvoir représenter son pays à l'extérieur, justement, parce que tout ce qu'on fait est une représentativité de chez nous. Donc, généralement, on n'aime pas donner un mauvais exemple, on aime être les meilleurs des meilleurs pour qu'on puisse dire, ça, c'est ça l'image de ton pays, en fait. Oui. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. D'où tu auras le mot de la fin, justement, pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'aimerais déjà dire merci à Ramatoulaye et Virginia qui nous ont offert un épisode assez intéressant et enrichissant. Et j'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube, Facebook, tout ça. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur toutes nos pages pour ne pas manquer nos vidéos.
Et oui, bon lundi à tout le monde. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et c'était l'épisode numéro 21 de Carrefour Culturel. On se retrouvera donc en 2026. C'était notre dernière de cette année. Oui. On se retrouvera en 2026. C'était la 21e, 22e? La 21e, exactement. On a commencé en été, on termine au début de l'hiver. On reprendra quand il fera encore plus froid.